Salut à tous, amoureux des histoires qui défient le temps et les conventions. Aujourd'hui, plongeons dans un récit qui semble tout droit sorti d'une romance interdite, mais qui, croyez-le ou non, a pourtant éclos dans la réalité, dans un cadre aussi pittoresque qu'inattendu. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'une passion qui a tout bravé, celle d'un loup solitaire et d'un agneau au milieu du chaos, prouvant que l'amour, dans ses formes les plus pures et les plus inattendues, trouve toujours son chemin. Notre voyage commence à Honfleur, joyau de Normandie qui, bien que n'appartenant pas à la Provence, possède dans ses rues pavées et ses maisons à colombages une essence intemporelle, un décor idéal pour les drames muets. Honfleur, avec son charmant port et sa lumière qui a inspiré tant d'artistes, était l'univers de Marguerite. Un univers ordonné, silencieux et, pour beaucoup, quelque peu hermétique. Marguerite était la gardienne d'une vieille librairie, un sanctuaire de savoir et d'histoire, où l'arôme des vieux livres et du café fraîchement moulu rythmait ses journées. Sa vie était une danse méthodique entre des piles de manuscrits rares, un catalogage méticuleux et le murmure occasionnel des clients qui s'aventuraient dans son refuge. Elle était une figure de sérénité, avec des yeux qui recelaient les secrets de 1000 lectures, et une âme qui semblait faite de la même encre que celle qui emplissait les pages de ses trésors. Mais la sérénité, comme toute chose dans la vie, est fragile. Et celle de Marguerite allait être mise à l'épreuve par une force indomptable, la nature. 2 jours de pluie incessante transformèrent la ville pittoresque en un véritable cauchemar aquatique. Le ciel, jadis drapé de doux nuages, se déchira en torrents implacables. Chaque goutte semblait porter le poids d'un destin incertain. La rance qui d'ordinaire serpentait paisiblement à travers la ville, gonfla, rugit et finit par déborder, transformant les rues pavées en torrents tumultueux. L'eau, jadis élément de beauté et de vie dans le port, était désormais une menace envahissant chaque fissure, chaque porte, avançant sans relâche. C'est ainsi que la librairie de Marguerite, son refuge, son univers, fut attaquée. L'eau monta sournoisement, menaçant ses précieuses collections, ses vieux ouvrages qui étaient l'essence même de son existence. Le désespoir commença à l'envahir, une sensation froide et humide qui faisait écho à l'inondation à l'extérieur.
Elle se retrouva seule, luttant contre le courant, essayant de sauver ce qu'elle pouvait, tandis que le monde extérieur semblait s'effondrer. C'est dans ce contexte de chaos et de vulnérabilité que Théo, un jeune homme au regard curieux et à l'âme d'artiste, fit son entrée dans la vie de Marguerite. Il n'était pas du coin, mais un artiste sonore, un artiste itinérant qui captait les sons du monde grâce à son matériel d'enregistrement. Au début, une inimitié silencieuse s'installa entre eux, le loup solitaire et l'agneau, chacun dans son univers. Elle, plongée dans ses récits silencieux. Lui, en quête des murmures et des échos du monde. Mais le déluge, dans sa fureur dévastatrice, fit voler en éclats les barrières invisibles qui les séparaient. Au lieu de repartir avec son matériel, comme cela aurait été logique, Théo décida de prolonger son séjour à Honfleur. Il y avait encore beaucoup de sons à enregistrer, certes, mais surtout, une histoire à découvrir, un passé qui s'était soudainement immiscé dans son présent. Marguerite, ignorant tout du secret de Théo, perçut un changement en lui, une profondeur nouvelle dans son regard. L'animosité initiale s'était dissipée, remplacée par une compréhension tacite, un lien qui transcendait l'âge et les circonstances. Le déluge avait effacé les frontières, mais créé des ponts invisibles. Sans savoir pourquoi, Marguerite trouva un réconfort nouveau en sa présence, une quiétude qui emplissait les espaces vides de sa librairie et de son âme. La vie, comme les eaux d'un port, trouve toujours le moyen de redéfinir ses rivages, et l'amour, sous ses formes les plus inattendues, peut s'épanouir dans les interstices du temps. Ce qui avait commencé comme une catastrophe naturelle devint le catalyseur de l'une des plus belles et des plus improbables rencontres qu'Honfleur ait jamais connues. Mais que cherchait Théo au juste? Et quel secret Marguerite dissimulait-elle dans ses manuscrits et dans son cœur? Poursuivez votre lecture pour découvrir la suite de cette histoire de passion interdite. L'inondation, bien que désastreuse, avait agi comme un catalyseur, une force brute qui avait bouleversé le cours de la vie à Honfleur, et plus précisément dans la librairie de Marguerite, tandis que les eaux se retiraient lentement, laissant derrière elles un sillage de boue et de désordre. Un nouveau paysage émotionnel émergeait. Théo, l'artiste sonore, n'était plus seulement le jeune homme énigmatique de passage.
Il était devenu une présence constante, un pilier et un esprit curieux au cœur du chaos. Sa décision de prolonger son séjour n'était pas uniquement motivée par la recherche de nouvelles sonorités. Une mélodie plus profonde, un écho du passé, l'attirait à Honfleur avec une force presque magnétique. Théo n'était pas un parfait inconnu. Ses grands-parents, confia-t-il à Marguerite dans un moment de vulnérabilité, y avaient vécu et lui avaient chuchoté des histoires d'un trésor familial, un manuscrit ancien censé receler les secrets de la région et d'une lignée particulière qui l'avait conduit jusqu'ici. Il recherchait non seulement les sonorités du présent, mais aussi les échos d'un passé qui refusait de se taire. Il était persuadé que le manuscrit, ou des indices à son sujet, était caché quelque part à Honfleur, peut-être même dans l'une des nombreuses librairies anciennes de la ville. Marguerite, de son côté, observait Théo avec un mélange de surprise et une quiétude nouvelle. L'image du loup solitaire commençait à s'estomper. Il l'aida à sauver les livres trempés, nettoyant la boue qui recouvrait les étagères et le parquet. Ses jeunes mains agiles travaillaient de concert avec les siennes, marquées par le temps et l'encre. Entre des piles de volumes humides et l'odeur persistante de terre mouillée, ils entamèrent une véritable conversation, non pas sur les livres eux-mêmes, mais sur la vie qu'ils représentaient, sur les histoires qu'ils contenaient, sur les rêves et les désillusions de leurs auteurs. C'est au cours d'une de ces conversations, tandis qu'il tentait de faire sécher un rare recueil de poésie normande, que Théo évoqua le manuscrit familial. Il décrivit des fragments d'histoires entendues dans son enfance, à propos du carnet de voyage d'un ancêtre, botaniste et cartographe, qui avait consigné non seulement la faune et la flore de la région, mais aussi les légendes locales et, plus intrigant encore, un amour interdit qui avait traversé les siècles. Marguerite, qui avait passé sa vie bercée par les récits, frissonna. Elle connaissait la légende. C'était une histoire presque oubliée, chuchotée parmi les anciens donfleurs, celle d'une femme forte et indépendante, une loup solitaire de son temps, et d'un jeune étranger, un agneau, tombé amoureux d'elle, bravant toutes les conventions. Théo ignorait que Marguerite n'était pas seulement la gardienne de sa librairie, mais aussi la dépositaire d'un héritage encore plus secret.
Parmi ces manuscrits rares, dans un compartiment caché derrière une fausse bibliothèque, se trouvait un journal intime. Pas n'importe quel journal, mais celui qu'elle avait reçu de sa grand-mère, avec la consigne formelle de ne jamais le révéler, sauf en cas d'absolue nécessité. Les pages jaunies, écrites d'une élégante écriture ancienne, narraient l'histoire d'une passion dévorante, celle des mêmes personnages que ceux de la légende de Théo. C'était le journal de son ancêtre, une femme nommée Solange, la véritable louve solitaire de l'histoire, et celui du jeune botaniste, Jean-Luc, le agneau, venu de loin. L'amour de Solange et Jean-Luc s'est épanoui dans les interstices du temps, au moment même où Marguerite et Théo commençaient à bâtir leur propre pont sur les eaux tumultueuses de la vie. Le déluge avait emporté non seulement les rues, mais aussi les barrières qui les séparaient. La quête de Théo pour retrouver le manuscrit de sa famille et le secret que gardait Marguerite commencèrent à s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Chaque son enregistré par Théo, chaque page restaurée par Marguerite, semblait les rapprocher du point où leurs histoires allèrent se rejoindre. Marguerite ressentait le poids du secret de Solange et Jean-Luc, et l'ironie de sa résonance avec le lien naissant, quoiqu'encore indéfini, qui l'unissait à Théo. Que découvrirait le jeune paysagiste à Honfleur? Et comment la révélation du journal de Solange allait-elle tout bouleverser? L'histoire d'une passion interdite, qui semblait appartenir au passé, était sur le point de réécrire le présent, dans un parfum de livres humides, et sous la promesse d'une aube nouvelle sur le port d'Honfleur. Les inondations s'étaient retirées, mais elles avaient laissé derrière elles non seulement de la boue et du désordre, mais aussi un flot d'émotions et de découvertes. Marguerite, gardienne de secrets tus, portait désormais un poids encore plus lourd dans son cœur. Le journal de Solange, son ancêtre, reposait dans sa cachette, un écho du passé que Théo, par ses recherches, faisait ressurgir sans le vouloir. L'ironie était frappante. Le jeune homme en quête d'un trésor familial était à deux doigts de percer le plus grand secret de Marguerite. La vie à la librairie, bien que toujours marquée par l'humidité et les travaux de restauration, s'animait d'une nouvelle dynamique, d'un rythme dicté par la présence constante de Théo. Les jours se muèrent en semaines. La librairie retrouva peu à peu sa splendeur d'antan, malgré les stigmates humides de l'inondation.
Théo, avec son énergie communicative et son insatiable curiosité, devint le bras droit de Marguerite. Non seulement il l'aida à ranger les livres et à nettoyer les lieux, mais il y insuffla aussi une nouvelle vie, de nouvelles questions. Leur conversation, jadis formelle, s'étirait désormais sur des heures, ponctuée par l'arôme du café et le murmure lointain du port. Il parlait de littérature, d'histoire d'Honfleur, de légendes locales et, inévitablement, du manuscrit que Théo recherchait avec tant d'acharnement. Chaque livre restauré, chaque page sèche, était un pas de plus vers la construction d'un pont invisible entre eux. Marguerite, en l'observant, voyait bien plus qu'un jeune homme en quête d'héritage. Elle percevait la passion dans ses yeux, le dévouement dans ses gestes. Elle commençait à entrevoir en Théo l'agneau de la légende, non pas comme un animal fragile, mais comme un être à l'âme pure et aux intentions nobles. Et, d'une certaine manière, elle sentait en elle le loup solitaire, une force longtemps restée en sommeil, qui commençait à s'éveiller. Le lien qui les unissait n'était pas explicite, mais il était indéniable, tissé dans les sous-entendus de leurs échanges, dans les regards prolongés, dans le silence confortable qui s'installait entre eux, un silence plus éloquent que bien des mots. Un après-midi, tandis que Théo numérisait de vieilles cartes trouvées parmi les livres trempés, il appela Marguerite, l'excitation contenue. Marguerite, regarde ça. Cette carte, bien qu'abîmée, semble indiquer une zone près d'Honfleur, une forêt réputée pour ses légendes de rencontres secrètes. Et il y a une écriture très particulière, une note en marge qui ressemble aux descriptions que mon grand-père faisait du journal de Jean-Luc. Ses yeux brillaient à l'idée d'une découverte imminente. Le cœur de Marguerite s'emballa. L'écriture lui était en effet familière. C'était la même que celle du journal de Solange. Cette carte était sans doute l'une de celles que Jean-Luc avait dessinées. Le passé et le présent s'entremêlaient d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'injonction de sa grand-mère de garder le journal secret lui semblait désormais un fardeau, un obstacle entre la vérité et Théo. La responsabilité de protéger le passé se heurtait à l'urgence de révéler le présent.
La nuit tombée, la librairie était silencieuse. Seul le clapotis de la pluie et le doux crépitement du feu de cheminée venaient troubler le silence. Marguerite, la carte de Théo à la main, se dirigea vers le compartiment secret. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle prit le journal de Solange. Les pages jaunies semblaient murmurer des histoires oubliées, l'invitant à plonger dans un monde qui lui revenait par héritage, mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Elle se mit à lire, non seulement pour elle-même, mais aussi pour combler les lacunes que Théo avait découvertes, pour comprendre la profondeur du lien qui les unissait. Les écrits de Solange, rédigés il y a des siècles, révèlent une honfleur vibrante et secrète. Elle y relate ses rencontres clandestines avec Jean-Luc dans la forêt indiquée sur la carte, leurs conversations sur la botanique, sur la vie, sur un amour qui défiait les conventions sociales de l'époque. Solange, femme en avance sur son temps, vivant de son art et de son indépendance, voyait en Jean-Luc non pas un simple inconnu, mais une âme sœur, quelqu'un qui comprenait sa soif de connaissance et de liberté. Son journal décrit leurs échanges de graines rares et d'idées interdites, leurs escapades sur des sentiers cachés, la documentation de la flore locale et des sentiments qui s'épanouissaient entre eux, bravant les conventions d'un monde qui n'était pas prêt pour leur amour. Un passage en particulier retint l'attention de Marguerite, résonnant au plus profond de son âme. Il m'a montré un lieu, un refuge secret, près d'une cascade cachée, où les eaux chantent des chants anciens et où le temps semble suspendu. Là, parmi la mousse et les fougères, il a caché un présent, symbole de notre amour et de notre promesse. Seuls ceux qui cherchent avec un cœur pur trouveront les mots qui unissent nos destins. Marguerite comprit que le journal n'était pas qu'une simple chronique d'amour, mais la clé de quelque chose de plus profond. Le cadeau de Jean-Luc, les mots qui unissent nos destins, tout indiquait un trésor, non pas d'or, mais de sens, un pont entre les générations. La légende que Théo recherchait n'était pas qu'une histoire, mais un héritage vivant, un lien tangible entre le passé et le présent, entre deux familles qui, sans le savoir, étaient destinées à se retrouver. Le lendemain matin, journal intime à la main, Marguerite fit face à Théo, les yeux emplis d'une détermination nouvelle, mêlée d'appréhension et de soulagement. Théo, commença-t-elle d'une voix légèrement rauque mais ferme, j'ai quelque chose à te montrer, quelque chose qui pourrait être la clé de ce que tu cherches, et peut-être aussi de ce que je cherchais moi-même sans le savoir. Elle lui tendit le journal.
Théo prit le volume avec respect, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il reconnut l'écriture et le style. C'était lui. C'était le journal de Jean-Luc, son ancêtre, mais aussi celui de Solange, l'ancêtre de Marguerite. La révélation du journal confirma non seulement la légende, mais unit aussi leur lignée d'une manière inattendue. La passion interdite que Théo recherchait puisait en réalité ses racines dans l'histoire de sa propre famille et de celle de Marguerite. Ce que le déluge avait commencé à dévoiler, le journal le révéla à présent dans son intégralité, tissant entre eux un lien indéfectible. Ils n'étaient pas simplement deux âmes solitaires réunies par le hasard, mais des maillons d'une chaîne temporelle, unis par un amour qui défiait les siècles. Avec le journal de Solange et Jean-Luc entre leurs mains, Marguerite et Théo se retrouvaient face à une épreuve plus grande encore que le déluge. Les pages jaunies racontaient non seulement une histoire d'amour, mais indiquaient aussi un lieu, un refuge secret dans la forêt, où un cadeau, un message ultime, attendait d'être découvert. La quête de Théo s'était muée en un voyage partagé, et le loup solitaire et l'agneau étaient sur le point d'entamer une aventure qui allait redéfinir non seulement leur passé, mais aussi leur avenir. Que trouverait-il dans ce refuge, caché au cœur de la nature? Et comment cette découverte scellerait-elle le destin de leur union, répétant ou réécrivant la passion interdite de leurs ancêtres? Le chapitre suivant nous mènera au cœur de la légende. Avec le journal de Solange et Jean-Luc entre leurs mains, Marguerite et Théo se retrouvaient face à une épreuve plus grande encore que le déluge. Les pages jaunies racontaient non seulement une histoire d'amour, mais indiquaient aussi un lieu, un refuge secret dans la forêt, où un cadeau, un message ultime, attendait d'être découvert. La quête de Théo s'était muée en un voyage partagé, et le loup solitaire et l'agneau étaient sur le point d'entamer une aventure qui allait redéfinir non seulement leur passé, mais aussi leur avenir. Que trouverait-il dans ce refuge, caché au cœur de la nature? Et comment cette découverte scellerait-elle le destin de leur union, répétant ou réécrivant la passion interdite de leurs ancêtres? Le chapitre suivant nous mènera au cœur de la légende. Le lendemain matin, un soleil timide perçait difficilement les nuages gris qui planaient encore sur Honfleur, vestige de la fureur des inondations.
La ville recommençait à respirer, mais pour Marguerite et Théo, l'air était lourd d'une nouvelle attente. Le journal de Solange et Jean-Luc, ouvert sur la table de la librairie, était plus qu'un simple vieux livre. C'était la clé d'un trésor émotionnel, une invitation à exhumer un héritage. Ils se préparèrent avec un mélange de respect et d'enthousiasme. Marguerite, qui s'éloignait rarement de sa librairie, enfila un manteau plus épais et des chaussures de randonnée, chose inhabituelle pour elle. Théo, avec son sac à dos rempli de matériel d'enregistrement, semblait encore plus déterminé, les yeux rivés sur la reproduction de la vieille carte. La forêt mentionnée dans les journaux n'était pas loin, mais les sentiers, surtout après la pluie, pouvaient être dangereux. En quittant la ville, l'odeur des livres humides laissa place à la fraîcheur de la terre mouillée et des pins. La forêt d'Honfleur, un enchevêtrement de chênes centenaires et de hêtres élancés, était un havre de verdure où la lumière du soleil filtrait en rayons dorés, illuminant la mousse recouvrant les rochers. Les bruits de la ville s'effacèrent, remplacés par le murmure du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux et le murmure lointain de l'eau. Ce même murmure que Jean-Luc et Solange avaient entendu. Théo, son journal dans une main et la carte dans l'autre, ouvrait la marche. Il s'arrêtait de temps à autre pour noter les sons environnants, le craquement des branches sous ses pas, le clapotis de l'eau sur les feuilles, la respiration de Marguerite. Celle-ci, à son tour, contemplait la forêt d'un œil nouveau, imaginant Solange y marchant, ses propres empreintes se mêlant à celles de son ancêtre. À chaque pas, le lien entre le passé et le présent devenait plus palpable. L'entrée du journal mentionnait une cascade cachée. Ils suivirent un petit ruisseau dont les eaux, bien que plus calmes à présent, conservaient la force de la récente crue. Le sentier se rétrécit, les menant à travers des rochers et des arbres couverts de lierre, dont les racines s'entremêlaient comme d'anciennes veines dans la terre. Marguerite sentait la fatigue l'envahir, mais l'adrénaline de la découverte la poussait en avant. Théo l'aida à franchir les passages les plus difficiles, lui tendant la main, et ce contact, autrefois simple geste d'assistance, portait désormais en lui une subtile charge émotionnelle.
Enfin, après une ascension abrupte et un détour à travers un épais rideau de fougères, ils entendirent un son distinct. Ce n'était pas le grondement de la rance, mais une douce mélodie, un chant cristallin. Et puis, devant eux, apparut la cascade. Petite mais majestueuse, ses eaux argentées dévalaient les rochers moussus, formant une piscine naturelle d'eau limpide. L'air y était frais et pur, et le temps, comme l'avait écrit Solange, semblait véritablement suspendu. C'est ici, murmura Théo, les yeux brillants. Il consulta de nouveau le journal et lut la description, près d'une cascade cachée où l'eau chante des chants ancestraux et où le temps semble suspendu. Là, parmi la mousse et les fougères, il a dissimulé un présent, symbole de notre amour et de notre promesse. Seuls ceux qui cherchent avec un cœur pur trouveront les mots qui unissent pas nos destins. Ils se mirent à chercher, leurs yeux scrutant chaque crevasse, chaque anfractuosité rocheuse. Théo, avec son agilité, explora les hauteurs, tandis que Marguerite examinait le pied de la cascade. Le soleil, plus fort maintenant, illuminait les lieux, comme si la nature elle-même les guidait. Dans une niche presque imperceptible, recouverte d'une épaisse couche de mousse et d'une petite fougère, Théo sentit quelque chose de solide. Avec précaution, il souleva la mousse, révélant une petite boîte en bois sombre, sculptée de symboles botaniques et d'un S et d'un J entrelacés. Le cœur de Marguerite bondit. C'était le cadeau, la pièce manquante. Théo lui tendit la boîte, leurs regards se croisant dans un instant de profonde compréhension. La boîte, bien qu'ancienne, était remarquablement bien conservée. En l'ouvrant, ils n'y trouvèrent ni or ni bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Un petit parchemin jauni, un sachet de graines séchées et une petite fleur pressée qui, malgré les siècles, conservait encore une trace de sa couleur. Le parchemin contenait un dernier message, écrit de la main de Jean-Luc et signé par Solange. Que cet amour, semé à Honfleur, s'épanouisse à travers le temps, unissant les cœurs purs qui le découvrent. Les graines proviennent d'une fleur rare qui ne pousse qu'ici, symbole de notre union. Puisse-t-elle trouver à nouveau une terre fertile? Les graines provenaient d'une orchidée sauvage originaire de Normandie, réputée pour ses vertus curatives et son parfum enivrant. La fleur pressée était de la même orchidée, symbole de leur amour interdit. Marguerite et Théo échangèrent un regard, l'émotion se lisant sur leurs visages. La passion de Solange et Jean-Luc n'était pas qu'une histoire. C'était un héritage, une invitation à faire naître quelque chose de nouveau. La quête du passé avait révélé un présent, qui allait redéfinir l'avenir. Ils avaient trouvé les mots qui unissaient leur destin, et maintenant, les graines qui allaient les semer.
Que ferait-il de cet héritage? Comment cette découverte façonnerait-elle le lien qui se tissait entre le loup solitaire et l'agneau? Là, près de la cascade cachée, la petite boîte en bois et son précieux contenu entre leurs mains, Marguerite et Théo ressentirent toute la profondeur et la beauté de l'héritage de Solange et Jean-Luc. Les graines de l'orchidée rare, la fleur séchée et le parchemin portant le message final n'étaient pas de simples reliques. Ils étaient une invitation, un pont vivant entre le passé et le présent, une promesse pour l'avenir. La quête de Théo pour retrouver le manuscrit familial avait abouti à la découverte d'un amour qui transcendait le temps, et Marguerite, gardienne des secrets, vit son âme s'ouvrir à une connexion inattendue. Le retour à la librairie se fit en silence, mais non sans une certaine intensité. L'atmosphère entre eux était chargée d'une nouvelle compréhension, d'une complicité forgée dans l'aventure et la révélation. La librairie, jadis refuge solitaire pour Marguerite, lui semblait désormais une maison partagée, un sanctuaire pour les histoires qui se dévoilaient. Ils déposèrent délicatement la boîte sur la table en chêne, et la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par la fenêtre illumina le parchemin, comme pour souligner les mots de Jean-Luc et Solange. Puisse cet amour, semé à Honfleur, s'épanouir à travers le temps, unissant les cœurs purs qui le découvrent. Les graines sont celles d'une fleur rare qui ne pousse qu'ici, symbole de notre union. Puisse-t-elle retrouver une terre fertile? C'est alors que Marguerite, avec un doux sourire que Théo ne lui avait jamais vu, le regarda. « Les graines, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion, doivent être semées, et l'amour, Théo aussi. » Il comprit. La passion interdite de leurs ancêtres, qui n'avaient pu s'épanouir pleinement à leur époque, était désormais une source d'inspiration, une chance pour eux d'écrire leurs propres histoires. L'agneau n'était plus un simple voyageur, il avait retrouvé ses racines. Et la louve solitaire n'était plus seule. Elle avait trouvé son âme sœur. Ensemble, ils décidèrent d'honorer cet héritage. Dans le petit jardin derrière la librairie, ravagé par les inondations mais qui commençait à renaître, Marguerite et Théo semèrent des graines d'orchidées. Leurs mains, jadis étrangères les unes aux autres, travaillaient désormais en harmonie, creusant la terre, y déposant de petites promesses de vie.
Chaque graine semée était un acte de foi, un symbole d'espoir pour l'avenir, et la reconnaissance que l'amour, sous ses formes les plus diverses, trouve toujours le moyen de s'épanouir. La librairie de Marguerite s'est métamorphosée. Elle n'était plus seulement un refuge pour les histoires anciennes, mais un lieu où s'écrivaient de nouvelles histoires. Théo, l'artiste sonore, a décidé de s'installer à Honfleur, capturant non seulement les sons de la ville, mais aussi les murmures d'une passion naissante entre lui et Marguerite. Il l'a aidé à numériser les journaux intimes de Solange et Jean-Luc, créant ainsi une archive vivante de leur amour, et ensemble, ils ont partagé cette histoire avec la communauté d'Honfleur, qui l'a accueillie avec admiration et affection. L'amour de Marguerite et Théo n'était pas interdit comme celui de leurs ancêtres. C'était un amour né du chaos, du calme des livres et des bruits de la nature, un amour qui défiait l'âge et les attentes, prouvant que l'âme est sans limite. À l'image des eaux de la Rance qui, après leur fureur, s'apaisent et retrouvent leur cours, leurs vies se sont transformées. Et un jour, les orchidées ont fleuri dans le jardin de la librairie, témoignage silencieux que le véritable amour, semé avec pureté de cœur, peut transcender le temps, les tragédies et les conventions, trouvant toujours son terreau fertile. Ainsi l'histoire du loup solitaire et de l'agneau à Honfleur nous rappelle que les passions les plus profondes et les plus inattendues se révèlent souvent dans les moments les plus improbables, et que l'héritage de l'amour peut être la boussole qui nous guide vers notre propre destin. Quelle histoire inspirante, n'est-ce pas? Si vous croyez vous aussi au pouvoir de l'amour qui défie le temps et les conventions, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Nous aimerions connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous une histoire d'amour aussi inattendue que celle de Marguerite et Théo? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et touchantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les
notification. À bientôt.